C'est bon. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Chez Caribe, on est très heureux d'accueillir ce soir David Bosc pour la parution de Mourir et puis sauter sur son cheval, donc qui vient de paraître aux éditions Verdier. La première chose évidemment qui frappe quand on voit ce livre, c'est son titre absolument magnifique et très intriguant. Donc on découvre dans le livre que c'est un vers d'un poème d'Ossip Mandelstam qui est mis en exergue du titre. Et le récit qui suit est aussi étrange et très intense que ce titre qui déjà indique ça. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de Sonia Araquistan, on dit, oui, je crois. qui était donc une jeune artiste espagnole qui avait quitté l'Espagne pour Londres avec ses parents. Et en septembre 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale se finit, ou vient de se terminer, elle fait un geste un peu fou, assez fou. Elle se déshabille dans l'entrée de l'immeuble de son père, gravit les escaliers nus et elle se défenestre. Et donc à partir de la trace de ce fait divers, tragique, mystérieux, que vous avez trouvé dans les carnets du poète surréaliste Georges Hénin, c'est ce que vous dites à la fin du livre. Donc c'est une défenestration qui a été à l'époque qualifiée de suicide, mais quand on lit le roman, on a l'impression que ça ressemble plutôt à un envol, même si on lit aussi que ce suicide à l'époque a donné lieu à un procès, selon l'abjecte coutume anglaise, à un procès contre la défunte. Voilà, donc c'est un roman qui évoque la trajectoire d'une femme. C'est une fiction, clairement, même si c'est inspiré de ce fait divers. Mais ça évoque donc la trajectoire de cette femme qui a grandi dans une liberté totale et dont on découvre au fur et à mesure qu'on lit le livre qu'elle ne supporte pas le carcan de son corps, de son espèce, de son langage, et qu'elle appelle avec une intensité, d'une force immense, une libération de toutes ces barrières. Donc le livre, c'est une narration sur plusieurs plans, ça s'ouvre sur ce premier geste. On en parlera certainement de cette ouverture. Et puis ensuite, il y a le récit qu'en fait le père, un article de journal, je crois, et puis surtout le journal de Sonia que son père va découvrir à la fin d'un roman dans son atelier. Pour démarrer, j'aurais peut-être bien voulu qu'on lise, que vous lisiez le tout début du livre. Qui est la voix d'un narrateur qui ne sait rien en fait, qui est un pur regard sur ce qui se passe. Il n'a pas d'idée de... La fille respire dans le combiné qu'elle a éloigné de son oreille. Sa lèvre patine doucement sur la bakélite percée de petits trous. Son souffle mouille l'étrange poivrière. Elle défait sur le devant les boutons de sa robe. Il fait chaud, elle a chaud, c'est en elle qu'il fait le plus chaud, et cette chaleur, elle essaie de lui donner un passage, une échappée. Elle ouvre la bouche, en grand, relève les cheveux qui lui couvraient le front. Elle dégage une épaule, libère un bras, la robe glisse sur la soie de la chemise et du jupon. Elle dégrafe la chemise. La chaleur jaillit du plexus, remonte à la gorge, embrase les joues, gagne les tempes, elle flambe. La fille pousse des deux mains le portillon de bois rougeâtre. Elle remonte son jupon jusqu'au-dessus des seins, puis l'ôte brusquement par le haut. Des deux bras, elle l'expulse. La fille est nue, blanche, sur le tapis du hall. De la lumière se prend à la sueur de son dos. Elle appuie son front, ses joues l'une après l'autre, à la boule de pierre bleue de la rampe d'escalier. Le concierge la regarde, sidéré. La fille ne le voit pas. La fille se lance à l'assaut des marches, un doigt sur la main courante de bois ciré. Elle grimpe, elle court sur la pointe des pieds, elle ascensionne, gire et vire sur le premier palier. Elle est plus nombreuse que jamais. La fille est nue, elle flambe, elle incendie la cage d'escalier. Sa chevelure comme une queue de renard. Ce sont les 300 renards enflammés que Samson lança dans les moissons des Philistins. Ni les portes, ni les plaques de cuivre, ni la tristesse des paillassons n'arrêtent son regard. Elle le lève au sommet du puits, vers le rond de lumière, et tour à tour le plonge dans les fleurs du tapis, que retient à chaque marche une baguette de cuivre. La fille, à bout de souffle, soulevée par son souffle, atteint le palier du dernier étage. Elle donne du poing contre la porte, sans cesser de lever les genoux. Le gros homme au visage large, couleur de mortadelle, ouvre la porte, puis la bouche. La fille nue prononce des paroles sans queue ni tête. Elle parle dans ses mains, où se mêlent des mèches de cheveux.
Elle dit je vais me marier, éclore, je vais me marier, donne-moi une livre, les cloisons tombent. Elle dit que nous ferons avec les oiseaux une race d'immortels. Elle traverse l'entrée toute nue, sous les yeux de son père. Elle s'engouffre dans le couloir et referme derrière elle la porte de sa chambre. Le gros homme est changé en statue de sel, la bouche ouverte et la main levée. Merci beaucoup. Mais Bienvenue. Donc dans une note à la fin du livre, vous dites justement que cette histoire, vous l'avez tirée d'un passage des carnets donc, de ce poète. oui, qui est revenu 2 fois en fait. Il avait d'abord eu l'idée de, un peu comme les surréalistes, exactement même comme il l'avait fait pour Violette Nozière, de faire un hommage surréaliste international en convoquant des peintres, des poètes. L'idée c'était sans doute de faire une plaquette, quelque chose d'un peu... Et puis septembre 45, les surréalistes certains sont en Amérique encore, d'autres sont morts dans les camps, enfin... Et puis surtout, ils ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de cette affaire. Et finalement, il y aura une peintre anglaise qui va faire un tableau. Georges Hénin écrit un poème qui s'appelle L'éventail de la chute. Et puis ça s'arrête là. Mais la coupure de presse elle-même, elle a été en Suisse romande, aux États-Unis, en Espagne franquiste, aux États-Unis. Enfin, j'en ai trouvé trace un peu partout parce que voilà, et c'était quand même il y a le côté un peu voyeuriste, une fille qui se déshabille, qui saute toute nue d'un immeuble et puis qui prononce des paroles incohérentes. Le second article évoque le fait qu'elle était passionnée par Freud et qu'elle s'intéressait à toutes ces choses-là, donc voilà. Et Hénin, lui, est surtout révolté par le fait qu'on attente un procès à la suicidée et qu'on en profite pour voilà, dire régler son compte à quelques idées subversives qui commencent à s'emparer de la jeunesse. Et on a beau être à la libération en 1945, on est quand même... Voilà, il y a toujours une dimension morale de la société anglaise, et pas que anglaise, qui fait un peu de prophylaxie autour de cet événement. Dire que c'est très mal et que ça mène au pire et à la perdition. Et voilà. Donc ça, c'est resté dans mes tiroirs assez longtemps avec... l'envie d'écrire cette histoire et en même temps c'est un suicide, donc c'est pas la chose la plus... Après avoir parlé de Courbet, voilà, c'est un livre que j'ai écrit dans la joie, là c'était quand même plus rude d'aller au charbon dans ce livre là, donc je commence par le suicide pour l'évacuer, puis après on parle d'un élan, d'un galop, voilà. Donc vous évoquez effectivement sa jeunesse, où on voit qu'elle grandit dans une liberté. Alors ça, c'était attesté, le fait qu'elle ait fréquenté l'école de Summerhill, que Maspero avait un peu ressorti dans les années 60, en publiant des témoignages, les libres enfants de Summerhill. Ouais, 72. Et puis Alexander Neil lui-même, donc il a fait illustrer son livre pour enfants qui s'appelle Le nuage vert. Et en anglais c'est The Last Man Alive, c'est le dernier. En fait, des enfants se réveillent un matin et tous les adultes sont morts et sont changés en ciment comme ça. Dans les rues, on peut les faire tomber, ils se cassent en mille morceaux. Mais il y a plein de problèmes parce que les tigres se sont échappés des eaux. Et en fait, c'était un conte qu'il écrivait en collaboration avec les enfants, leur demandant leur avis chaque soir à la fin du chapitre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on va tuer? C'est très cruel en même temps. Et Sonia a fait les dessins à 14 ans, qui ont été publiés. Et très étonnamment, Neil, quand il fait une postface à ce livre-là, il évoque Sonia en disant qu'elle est morte pendant la guerre. Ce qui est doublement faux. Enfin, elle n'est pas morte, c'est un suicide. Et puis, c'est pas pendant la guerre, c'est à la fin de la guerre. Et je me demande comment il aurait pu l'ignorer. Enfin, il y a un peu une anguille sous roche que j'ai pas voulu aller chercher. Mais... Et alors, c'est quoi l'objet de la liberté? Qu'est-ce qu'elle redoute ou qu'est-ce qu'elle fuit dans le livre? Ah, mais ça, ouais.
c'est l'élan qui m'intéresse. C'est ni ce qu'elle veut atteindre, ni ce qu'elle fuit, ni... c'est quand même un livre assez deleuzien par beaucoup d'aspects, plutôt deleuzo-guattarien. Mais c'est vraiment... voilà, l'objet, c'est pas d'atteindre, c'est plutôt le mouvement qu'on fait d'un point A à un point pas forcément B, mais une dizaine ou centaine ou milliers de points tout autour. C'est là où elle m'intéresse. Et on part de quelqu'un qui a donc grandi, on revient à cette école dans la liberté maximale qu'on ait pu accorder et qu'on n'accorde même plus aux enfants aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore des tenants de cette éducation-là dans les provinces de France ou de... On connaît pas. Je suis pas sûr. Ouais. Non, pas sûr. Donc, il y a visiblement quand même peu de documents sur elle. Il y a ce geste. Oui, alors j'avais fait quelques recherches et puis un week-end à Madrid, je suis allé dans le fond Louis Saracustin, donc qui est le père, qui est un personnage historique très important, donc dont les archives sont conservées de manière... il a été notamment l'intermédiaire pour la venue du tableau Guernica à Paris. Bon, et il se trouve que tout ce qui concerne son épouse et sa fille a été détruit par lui. Quelqu'un qui a voulu effacer toute trace de ses chagrins. Et le seul document que j'ai trouvé de Sonia à l'intérieur de ses boîtes, c'est un tapuscrit que j'ai vu seulement sur microfilm, où elle décrit toutes les chambres dans lesquelles elle a vécu, dormi entre 2-3 ans et 14 ans. Voilà, avec des lumières, quelque chose de très sensible comme ça. Et puis c'est là que j'ai décidé d'arrêter de faire des recherches et d'inventer un personnage, parce que... Voilà. Il y a d'autres artistes ou d'autres écrits qui vous ont inspiré pour inventer ce personnage ? Oui, mais oui. Notamment Leonora Carrington, qui était mais entre autres, et à un moment de sa vie, la femme de Max Ernst, et qui a donné un texte dont j'avais proposé la republication à Alia à l'époque où je travaillais avec eux, en me disant mais c'est juste incroyable que ce petit livre qui s'appelle En bas soit pas à 5 € dans toutes les librairies, parce que c'est un témoignage sur la folie. C'est quelqu'un qui a eu le privilège de pouvoir descendre dans la folie et en revenir complètement. Et avec la mémoire de sa crise et de la richesse et de l'intensité de tout ce qu'elle a vécu, sans en faire des caisses, sans vouloir l'esthétiser. C'est un rapport très clinique en même temps. C'était publié par Henri Parizeau immédiatement après la guerre, et puis repris par Losfeld des années plus tard dans cette collection qui s'appelait Le Désordre, qui est une merveille. Mais aussi quelqu'un comme Monica Zurn, qui est aussi une femme de peintre. Cette fois c'est Hans Bellmer, mais aussi des romantiques allemandes comme Catherine von Gunderode, qui était... Ah, c'est un personnage très étonnant dont on a publié des extraits de correspondance. Qui avait fait ça? Je ne sais plus. Et c'était une amie des Brentano et qui s'est suicidée au bord du Main à Francfort. Et lorsqu'elle est morte, Arnim a évoqué c'est une phrase qui est vraiment restée pendant l'écriture du livre, cette rage d'explication. Surtout, épargnez-nous cette rage d'explication, du geste. Hein, on peut entendre un message poétique, elle a laissé des poèmes, elle a laissé des lettres, mais de vouloir voilà, donner un... Ouais, que Breton appelle
qu'en breton oppose l'illumination à l'élucidation. Hein. Voilà, on a un témoignage de vie, d'élan, de poésie. On peut essayer de lui donner un prolongement, mais de le réduire avec de petites clés d'interprétation et de la psychiatrie et de voilà, le danger il était là pour ce livre-là, surtout ne pas expliquer. Ouais. Du coup, je pense que ce serait bien qu'on en entende un petit morceau plutôt que de poser des questions. Non, mais c'est bien les questions aussi. Alors, c'était quoi? Tandis que la ville, maintenant on est dans le journal de Sonia, la ville fourmille de bataillons de sapeurs, d'équipes de terrassement, de volontaires de tout poil, tandis que les femmes en uniforme distribuent du lait, cornacent les gosses, agitent leurs maracas de charité ou de patriotisme, tandis que les commerçants font business as usual, chargeant chaque transaction d'un défi personnel à Adolf Hitler, tandis que les statues rêvent sous leur coffrage de sacs de sable et de contreplaqué, je vais avec les derniers oisifs me poser sur la grève du fleuve, sur le sable limoneux à marée basse, ou sur les pontons de fortune menuisés à la hâte quand l'ancien parapet a croulé dans l'eau. Et je regarde le grand mouvement de la Tamise, contrarié de chalands, d'oiseaux, de poissons obnubilés. Un bateau rentre de la pêche. Une nuée criarde l'enveloppe, et les ailes font en petit un millier d'échos aux deux bras déroulés du sillage. Convulsions, cris, bec qui happe, bec qui baie, ventre plein, ventre vide, la nuée a tous les âges à la fois et ne connaît nul vieillissement. Ceux qui donnent du pain aux oiseaux finissent toujours, vieillards ou fillettes, par prendre en grippe les plus rapides, les plus avides des oiseaux, et tâchant de les écarter du pied, ménagent un peu d'espace et de pain pour les oiseaux malingres, les petits piafs qui se font dépouiller, mordre, et cet acte naïf de justice franciscaine est dans l'ordre des choses, et ça ne change rien. On ne nourrit toujours que la nuée d'oiseaux, et peu importe par quelle bouche ou bec ou estomac ça passe. Hier soir, au salon, j'ai commencé un nouveau portrait de papa dans son fauteuil. Je n'ai fait que l'oreille, cette complication cocasse que les chiens et les chats prennent plaisir à lécher. Et ce matin, j'ai compris que je ne dessinerai plus de visage. J'ai d'abord dédoublé l'oreille symétriquement en papillon, puis j'ai couvert la feuille en adoptant le rythme des circonvolutions de la chair et du cartilage. Chevaux de fiacre portant œillères, chevaux de force aux yeux bandés, et dont les naseaux s'ouvrent tant et plus au devant de la route, comme à vouloir humer la lumière et les formes. Londres est aux chevaux, qui tolèrent sous leur ventrière l'existence des chiens, des chats, des rats, la course des uns derrière les autres, la drouille pour la pitance et les jeux du flair. Les chiens, les chats, les rats, ces petits animaux qui, à la différence des bêtes de somme, s'accouplent sans assistance ni autorisation. Pourquoi la tête du cheval nous émeut-elle si fort? C'est la douceur de la lèvre et des naseaux de velours gris, tandis que sous l'œil on sent l'os, couvert à peine d'un cuir rêche, le crâne promis à la blancheur. Voilà pourquoi nous attendrit tellement la tête horrible des chevaux, le plus doux du vivant, sous la promesse infaillible de sa destruction. Un cheval, on m'a vite fait d'en faire un copain, ou un esclave, un véhicule, un gagne-pain, mais 600 têtes de chevaux par quoi transitent de l'air et du fourrage, et qui hennissent et soufflent et renaclent, cela devient intéressant, surtout si l'orage vous met là-dedans un courant de panique. On voit bien que ça s'est atténué avec la guerre, mais les Anglais restent les gens au monde les plus attentifs à ne pas se toucher, les plus adroits pour s'éviter, fût-ce dans la cohue, pour que leur corps ne heurte ni ne frôle celui du voisin. Or moi j'aime, dans l'autobus, dans les files d'attente, dans les abris, y aller des deux mains et plaquer mes hanches, mes épaules, mon ventre, contre le corps des autres. Et puis je cligne des yeux, je joue du pied, je fais des signes équivoques avec les doigts. Alors forcément, on me lance de mauvais regards, on me souffle des mots sales à la figure, les femmes surtout, et l'une m'a même tiré les cheveux parce qu'elle avait compris qu'elle ne pourrait pas m'humilier avec ses paroles. Je m'habille de brun-violet, qui est le mélange des couleurs des enfants, des fleuves, des orages.
Merci beaucoup. Donc après sa mort, son père retrouve des documents dans un carton à dessin, et puis plus tard il retrouve ce journal dont on a entendu un extrait, donc sous forme de notes, de fragments. Et à un moment, j'avais retenu une phrase qui était « Tout cela était sans ordre, mais on devinait le mouvement, peu à peu les figures se défaisaient, son dessin proliférait, cela grouillait de plus en plus, cela se fragmentait, cela se dispersait avec le remuement de l'ombre. » J'ai eu l'impression que ça correspondait un peu au mouvement du personnage, au mouvement général du personnage. Ah bah oui, qui a dans l'idée que être une personne, être séparée, c'est comme un châtiment pour elle. Enfin, elle aimerait pouvoir se mêler aux autres et pas seulement aux autres, mais retrouver le grand bouillonnement de l'univers comme elle. Voilà, elle est fascinée par les mythologies, les métamorphoses, et donc elle est à l'affût de tout ce qui pourrait la permettre de sortir d'un enfermement qui est celui de la séparation physique, et puis ouais, c'est ça, on sent que le langage est comme une deuxième cage aussi. En même temps, elle s'en sert parce qu'on comprend que il y a aussi ce processus dialectique, un instrument, un outil. On peut quand même toujours un peu essayer de le. On est d'abord attelé à la charrue pour le bénéfice de la communauté, puis on peut décider de s'en servir pour autre chose, détacher un des bras de la charrue et en faire une massue ou en faire un instrument de sculpteur, ou je sais pas, enfin voilà. Donc son rapport au langage, il est de défiance, et en même temps elle s'en sert pour mettre sur du papier, évacuer des images, des saisissements, et puis aussi des griefs. Il y a, sur les insuffisances, le manque de rapidité de sa métamorphose, parce que son processus de folie lui fait quand même croire que cette métamorphose est amorcée. Notamment, alors les indices sont semés au fil de son journal, mais parce que petite fille, elle a été soignée, comme beaucoup de gens, d'une trachéite, ou voilà, une inflammation de la gorge par l'application de sangsues médicinales. Donc elle s'est imaginé que cette sangsue lui a pris du sang, mais elle lui a sans doute aussi injecté quelque chose. Et il se trouve qu'une très ancienne croyance imaginait que les sangsues n'étaient seulement que des hirondelles qui, au moment de l'hiver, perdent leurs ailes, se mettent dans les étangs, dans les ruisseaux, et au lieu d'immigrer vers les pays chauds, passent comme ça dans l'eau la mauvaise saison. Alors tout ça la soulève en se disant de la sangsue à l'hirondelle, on va y arriver. Et voilà, alors dans les thèmes qui aussi nous ramènent aux contemporains, il y a son rapport aussi à la façon dont donc il y a une séparation d'avec les autres espèces, mais elle est aggravée par une société qui, à peu près au moment où elle invente les camps de concentration, invente l'élevage industriel et l'abattage industriel des animaux. Et lorsqu'elle elle se prend d'une obsession un peu paranoïaque pour ce produit qu'on donne à tout le monde pendant la guerre, et qui sont des extraits de viande qu'on a servi aux ouvriers dans toute l'Europe et les États-Unis, le viandox en France, le bovril en Angleterre, et qui était simplement le fait de pouvoir extraire des os et de la peau après avoir vendu les entrecôtes aux bourgeois. On pouvait encore donner un peu d'énergie aux prolétaires en synthétisant comme ça la puissance animale. Donc là, voilà, elle est dans le rejet de ça. Là, c'est une scène avec la poule aussi. Ah, c'est le dernier animal qu'elle aura mangé. Ouais. Parce que d'abord, la prédation lui apparaît quand même comme une des choses qui nous fait participer
non seulement dans le rapport au monde un peu direct, la prédation, elle la rejette pas d'emblée, mais en imaginant aussi comme les cannibales le faisaient, qu'en mangeant l'autre, on devient ce qu'on mange. Il y a un processus d'échange, et alors elle veut le pousser jusqu'au bout, et donc elle ramène de la campagne une poule qu'elle va tuer elle-même, et ce sera une dégoûtation telle que elle se jure de ne plus jamais manger que des patates et de l'avoine, ou je sais pas. Et dans sa dernière phrase, elle dit qu'elle pense être le chaînon manquant. Mais alors ça, c'est authentique. Entre l'homme et l'animal. Oui, c'est ça. Tout est parti de là, en fait. Ouais. Ce chaînon manquant, voilà. Mais avant ça, elle dit, je ne mangerai plus de chair qu'avec les mains. Oui. C'est un moment très fort. Enfin, j'ai trouvé ça avant qu'elle devienne. Oui, végétalienne ou végane. Alors je reviens tout à l'heure, vous avez évoqué la psychanalyse, donc au début dans le carton à dessin, dans son carton à dessin, son père trouve des dessins de rêve, je suppose. Oui. Il y a notamment une représentation de l'homme au loup. Oui. Et puis après, plus tard dans le journal, elle commente ses lectures de Freud, Oui. et elle dit notamment que ça ramène le dédale où elle voudrait se perdre aux dimensions d'un intérieur bourgeois. Ça vient d'où? Vous pouvez nous parler Moi, ça vient de moi, mais non, mais c'est voilà, c'est les puissances du rêve telles qu'on les trouve dans l'Ancien Testament, dans les romantiques allemands, chez les surréalistes. Les surréalistes se sont passionnés pour Freud, mais enfin, quand un peu plus âgé, on se met à lire Freud, on voit quand même que on ramène chaque chose vers une configuration. Enfin, j'étais quand même très sensible aux textes de Deleuze et Guattari qui font la critique de ça, en disant ça suffit de tout ramener à papa, maman, et à ce... Alors, j'antidate un peu et je le mets là avec un peu d'humour en disant, mais voilà, sur la couverture de l'interprétation des rêves, elle écrit affreux limier, parce que voilà, il y a un côté... et puis je trouvais très beau la manière dont Guattari s'insurge quand on fait parler un enfant, et puis que ça soit Klein, et puis et je trouve leur colère très belle, quoi, quand ils disent mais laissez-le au lieu de le redipianiser là avec vos affaires dont il a, voilà. Donc c'est un enthousiasme pour ça, et puis le traiter avec humour, ça me semblait plus mais effectivement, l'un des deux articles existants sur l'affaire dit qu'elle tenait un carnet de rêves. Donc, voilà, il me semble que ouais. J'en ai fait une erreur de Scotland Yard, en fait. Elle a pris des notes en lisant Freud, et puis c'est pas ses rêves à elle, et ses rêves à elle, ce sont des dessins. Et la plupart des dessins, donc il y a l'homme au loup, mais il y a aussi une scène des métamorphoses d'Ovide, il y en a une des Mille et une nuits. Donc c'est cette idée d'avoir une gravure de livre pour enfants dont on a perdu le texte, en fait, c'est ce qui m'intéressait là, dans ce cas-là. Et puis après que le texte ait été fait, j'ai été amusé de voir il y avait la panoplie de Pierre Michon dans cette revue qui s'appelle Décapage. Je ne sais pas si tu te souviens, Michel, il y avait... Alors c'est une revue de Flammarion qui a demandé à Pierre Michon de sortir ses livres favoris de son enfance, et puis il y a une illustration des Mille et une nuits qui est précisément celle de la femme qui fouette des chiens sur une... voilà, enfin bon, un très mauvais dessin d'ailleurs. Cette espèce de fièvre incandescente, donc elle est en regard du contexte de Londres. On voit c'est pas central, mais on voit dans son journal les dégâts des bombes, les vitres brisées, la poudre des briques, et dans son suicide intervient juste au moment où la guerre s'arrête. Et où l'électricité est remise dans toute la ville. Ouais. Et puis on comprend par son histoire personnelle qu'elle a fui en même temps la guerre d'Espagne, puisqu'elle est venue, elle est venue à Londres avec son père qui était un républicain. Mais même avant, en fait, ils l'ont mise à l'abri. Elle est partie en pension chez Neil 2-3 ans avant.
En fait, la guerre intervient qu'en arrière-plan, en fait, Oui, et puis comme il n'y a presque pas de différence entre les éléments naturels déchaînés et puis le Blitz. Mais oui, il y a quand même... On vit tous dans des villes où la nuit noire a disparu. Donc ça, pour moi, c'était je l'enviais d'avoir presque... Voilà, d'avoir connu... Parce qu'après le Blitz, après le bombardement, c'était une chose terrifiante. Mais ensuite, Londres a maintenu, alors que les bombes ne tombaient plus, des années de nuit noire. Et j'ai lu beaucoup de témoignages sur des... la BBC avait proposé aux Anglais de faire un site qui contient aujourd'hui des millions de pages, où chacun a raconté sa Deuxième Guerre mondiale. Alors on peut naviguer par ville, par quartier, par corps de métier. Donc il y a les pompiers, les infirmières, les volontaires, les boy scouts. Et quand même cette idée qu'on marchait dans les rues en touchant les façades, qu'on peignait les vaches avec de la peinture blanche, et quand même quelque chose de très enfantin de remarcher la nuit, sans lampe de poche, sans réverbère, voilà. C'est quelque chose qui, poétiquement, retrouvait le nez, où la lune jouait à nouveau son rôle, voilà. Je veux bien que vous en lisiez un troisième extrait. C'est Connie Willis qui s'est plongé dans toute cette archive du Blitz, en fait, dans un extrême détail pour son énorme roman, qui n'est pas très réussi au total, hein, mais qui est un roman de science-fiction, qui s'appelle Blitz, en 2 tomes, mais qui font 1500 pages au total, mais qui croule en fait sous les sous la documentation. Ouais. Être seulement né d'une femme et seulement une fois, se laisser à son tour clouer à la terre par la semence de l'homme, qui transfixe la femme, l'enracine et pour finir la change en arbre comme la pauvre Daphné. Je crois qu'il y a mieux à faire que d'être à son tour une personne, et que chacun peut devenir une suite ininterrompue d'événements, par contagion et par alliance. En s'isolant du reste de la création, l'homme a mis en faillite le grand laboratoire. Les espèces séparées, surveillées, et lui-même affligé d'un autisme qui le prive du rêve de la fougère, de la science du galet, de l'humour du hanneton. L'amour qui commence d'assouvir et qui, en même temps, exaspère le désir de complétude. Visage en faute de celui qui ne peut répondre complètement, qui ne peut combler le vide et étancher la béance. Daphné poursuivie par Apollon, changée en arbre. Que la femme changée en arbre, et la légende le dit, est abominablement... C'est difficile à dire abominablement. Piégée. Mieux vaut l'être en oiseau, comme Ésaque ou Alcyone. Je ne mange plus de chair qu'avec les mains, seulement des petits animaux, de ceux que je pourrais tuer moi-même, du gibier s'il s'en trouve, ou des lapins, des poules. Je démembre le petit corps avec une science sûre des parties et du tout, faisant céder les articulations, détachant les muscles un à un sans les déchirer. Il est important de manger les animaux, mais il ne faut pas le faire souvent. Ce doit être par fureur contenue, par magie, par enthousiasme, par désespoir halluciné. Les autres jours, va pour la bouillie d'avoine, le chou, le pain de seigle ou les patates. La dévoration est avec l'amour l'une de nos dernières cérémonies. Il faut donc s'y préparer, sans hâte, revêtir des habits de fête ou se mettre tout à fait nu, puis détailler chaque moment, chaque étape, la mise à mort, la dédication, l'après, le partage, la mastication, la déglutition, l'éventuel haut-le-cœur, les renvois, la digestion, les gaz, l'excrétion, et enfin la conscience variable des modifications, des hybridations que provoque dans l'organisme cet organisme étranger. Que deviendra l'homme quand il aura cessé de dévorer? Un automate. Que gagnera-t-il à bouffer tous les jours de la vache en boîte, d'être un mort qui caquette et défèque? J'aime ce passage de l'Odyssée où un barbecue beuglant sème l'effroi parmi les guerriers, quand le soleil demande vengeance à Zeus pour les vaches que lui ont volées les compagnons d'Ulysse. Si je n'obtiens pas la rançon que j'attends, je plonge dans l'Hadès et je brille pour les morts.
Les vaches n'étaient plus, et voici que les dieux nous envoyaient leurs signes. Les dépouilles marchaient, les chairs cuites et crues meuglaient autour des broches. Il y a de l'amour dans la dévoration, ou plutôt un exutoire à l'élan d'amour empêché. L'élan d'amour pour l'animal qui se heurte à la vitre et ne récolte qu'une irrépressible impulsion de fuir. C'est ce que découvre l'enfant auquel on donne à porter un lapin. Coup de patte griffu, saut de carpe, œil chaviré, la caresse doit être infligée. L'animal est rétif à la tendresse, et l'enfant, que ce refus blesse toujours, résiste ou non à la pulsion seconde, celle de taper le lapin ou le chat. Et cette pulsion lui est une nouvelle blessure. Il se voit jeter la bête sur le sol avec rage, ou lui briser la nuque, lui qui n'avait aux lèvres que des baisers dans ses paumes des caresses. Et la brute qui viole une femme dans un chemin creux, derrière une remise, dans un sous-sol, est sans doute séparée des femmes et de ses semblables, comme nous le sommes des animaux. La violence et la jouissance font seuls un très bref instant cesser l'incessante conversion du perçu, de chacun des sens, en langage. Si le diable pouvait sortir de son moi, dit Angelus Silesius, on le verrait aussitôt près du trône de Dieu. Or le moi est précisément la cage que tisse en nous le langage. Jouir, bondir, s'évanouir, libérer hors de sa bouche un flot de paroles sans suite, car le propre du langage est précisément dans ces suites et poursuites auxquelles il commande sans relâche. Les mots que je trace sur le papier, du moins, ne lit personne. Ma parole ici n'attend pas de réponse. Je presse le langage hors de ma tête comme on le fait de la sanie qui envahit la plaie. Mais c'est intarissable. Et voilà un brave démolisseur qui fait le soir, pour se raconter sa journée, le commentaire en pierre de ses démolitions. Pourtant, ce que j'écris, je ne le relis pas. C'est plutôt d'excavation qu'il s'agit, de dépose de gravats. Si je parviens à faire danser le langage, je charme le serpent. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez soif? Soif et peut-être aussi une ou deux. Bon. Vous disiez qu'au Moyen-Âge, je trouvais ça très beau, quelqu'un qui choisissait le départ volontaire, on disait qu'il voulait se défaire. Et j'ai l'impression que Sonia, au contraire, elle ne se défait pas. Elle se refait, s'accomplit, se plonge dans les éléments, l'animal. Finalement, la métamorphose est parachevée par le saut. Et vous avez fait d'elle une femme peintre. Et je vous disais que j'ai trouvé ça pas tout à fait un hasard. En lisant le passage que vous avez lu tout à l'heure, d'ailleurs, qui est très beau, la violence et la jouissance font seuls un très bref instant cesser l'incessante conversion du perçu de chacun des sens en langage. Or, moi, j'ai pensé à des suicidés qui étaient des écrivaines. J'ai pensé à Sylvia Plath, à Daniel Colobert. J'ai eu l'impression que là, c'était tout le contraire. C'est-à-dire que le langage n'était pas pour elles une cage, mais qu'elles auraient voulu que le langage soit tout le perçu. Oui. Ce qui n'était pas possible, et qui les a conduits à une mort qui, justement, était solitaire. C'est-à-dire le contraire de ce que voulait Sonia, puisqu'elle dit cette intuition qu'on ne meurt vraiment qu'en présence de quelqu'un, sinon ça trouble l'ordre du monde. Quelque chose comme ça. Donc il me semble que le rapport qu'elle avait avec ce qu'était son langage, que le langage du peintre, du sculpteur, des gens qui pratiquent les arts visuels, vous avez parlé de femmes peintres surréalistes. Il y a aussi Kay Sage, la compagne d'Yves Tanguy, qui s'est également suicidée, qui était une peintre surréaliste merveilleuse, est tout à fait différente du langage de l'écrivain ou de l'écrivaine, de ce qui se fait avec des mots. Les couleurs ont aussi une signification, c'est certain.
mais les mots en ont Ouais, non ouais, seulement une, mais même beaucoup de significations, et que travailler avec C'est ça, étonnant parce que juste au moment où vous dites les couleurs ont une signification, je m'aperçois que je lui en donne aucune dans son travail plastique non, de c'est couleurs. vrai. Hein, on est dans Oui. l'encre et dans... Tout à, Oui, oui, oui. c'est tout à fait vrai. Donc, moi, je l'ai vu vraiment peintre en lisant son journal. Je me suis dit, cette femme est une femme peintre et elle n'aurait pas pu être une écrivaine, ce qui est tout à fait stupide. Je me souviens d'ailleurs que, je m'excuse de dire tout ça, un jour, un critique avait fait une exégèse magnifique d'un poème de Cesare Pavese et lui avait envoyé en lui disant dites-moi ce que vous en pensez. Et Pavese lui a répondu c'est bien ce que vous dites, mais ce n'est pas du tout ce que j'y ai mis. Donc, Ouais, bon. vous avez fait un travail magnifique sur un texte Ouais. qui n'est Vous êtes- probablement pas tout à fait le mien, mais qui est très bien. Enfin, ça, À un moment de la en fait, je lecture, il y a... vous pose des questions il y a- auxquelles probablement vous ne pourrez pas me répondre parce que c'était ma lecture, mais peut-être quand même vous pouvez m'apporter quelques lumières, quoi. Mais je suis même pas sûr de voir où est la question. C'est une lecture que vous m'avez donnée, il n'y a pas le... Où était le point d'interrogation? Bah, si effectivement vous avez pensé au fait que Sonia se devait être peintre et pas écrivaine. Ah oui, La mais- seule question. alors oui, mais d'emblée, oui. Et la gageure en même temps, c'est que j'ai d'emblée voulu la faire écrire et un journal avec l'idée que un journal, même si on l'appelle un journal intime, c'est pas un flux de conscience et on n'est pas dans sa tête. C'est quand même des choses qu'on met à l'extérieur de soi quand on écrit, autant qu'un dessin. Je crois qu'un écran, ouais, enfin, un écueil quand on parle de folie, c'est de vouloir faire le flux de conscience. Je me mets dans la tête du fou et je parle à sa place dans le délire. Ça, je peux pas. Alors, c'est peut-être juste une astuce, mais on peut aussi imaginer qu'on écrit dans des moments de lucidité, des moments plus calmes. On s'assoit, on dévisse son stylo, on raconte un moment de sa journée. Mais c'est pas un écrivain, c'est pas quelqu'un qui se pose la question de l'achèvement d'une forme par l'écriture. Ouais. La deuxième question est tout à fait concrète. Est-ce que c'était un clin d'œil d'avoir introduit la figure de Lucian Freud dans le roman, le fait qu'elle rencontre donc le neveu peintre, un très beau jeune homme, Mais c'est aussi de jolies femmes dans un bar. Ouais. Bon, est-ce que c'était un clin d'œil ou c'était... Non, c'est un hasard de lecture. Je suis tombé sur un livre sur Julian Freud où il parle de ce quartier de Delamer dans lequel il a habité au moment de la guerre et un peu après, et de l'espèce de sauvagerie intégrale de ce moment-là de sa vie. Et puis ils ont le même âge, ils font la même chose. Donc, et puis à ce moment-là, Julian Freud peint des oiseaux morts. Il a dans son studio une tête de zèbre empaillée. Enfin, donc j'en ai voulu très peu. Et puis enfin oui, Freud vient mourir à Londres juste avant le déclenchement des hostilités, de son cancer de la mâchoire. Enfin, je crois que dans mes notes, il y en avait un peu plus de tout ça. Presque comme si les Anglais étaient furieux qu'ils soient venus mourir comme si ce pourrissement de la mâchoire de Freud allait contaminer l'île des Britanniques. Voilà. Donc je sais pas à qui il y a un clin d'œil, mais la sauvagerie de Julian Freud, son magnétisme animal, qui est quand même assez bien connu maintenant. Ils se sont peut-être croisés d'ailleurs, j'en sais rien, hein, mais en lisant tout à l'heure le passage avec les chevaux dans la marge, j'ai vu écrit Malaparte. C'était le souvenir des chevaux crucifiés Non, de Caput ou pas des chevaux crucifiés, d'une autre scène Ah. de Caput, une scène d'un cheval
un cheval mort, mais pas les chevaux du lac, Ouais. une autre. Non, mais au moment de le lire, j'ai revu ces chevaux. Ouais. Merci beaucoup. Mais merci On à vous. continue à boire un verre. Merci et beaucoup. discuter. Merci, merci.